Mohamed Ould Abdelaziz ne jouit plus de sa liberté. L'ancien chef de l'État mauritanien a été écroué mardi soir sur décision d'un juge. Ce dernier avait en effet la charge d'une enquête pour corruption présumée dans laquelle Abdelaziz, au pouvoir jusqu'en 2019, a été inculpé en mars. Quelques jours auparavant, il avait refusé de continuer à se présenter à la police comme le lui imposaient les conditions dont était assorti son placement en résidence surveillée. Quelle lecture faire de cette affaire qui met en lumière les relations parfois difficiles entre des chefs d'État et leurs successeurs et quels sont les reproches faits à celui qui a dirigé le pays plus de 10 ans? Les motifs de sa descente aux enfers sont-ils avérés? Pour ses avocats, c'est un acharnement politique contre leurs clients, pendant que le porte-parole du gouvernement rappelle l'existence du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Mauritanie, mandat de dépôt pour Mohamed Ould Abdelaziz, lutte contre la corruption ou règlement politique, c'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous, Patrick Abampoyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Et Souleymane Hamzat, ma première question est pour vous. Mohamed Ould Abdelaziz, déposé donc en prison. On savait qu'il y avait des démêlés avec la justice de son pays depuis qu'il a quitté les pouvoirs et les mois qui ont suivi, évincé du parti, aujourd'hui déposé en prison. Quelle est votre lecture, on va dire, des récents événements en Mauritanie? Bon, il faut dire que ce qui se passe en Mauritanie aujourd'hui, ça attire beaucoup l'attention de la manière dont sont faites les transitions en Afrique, parce que ça a l'air de ressembler à quelque chose un peu plus vers l'Angola. Ouais, bon, il faut aussi tenir compte, n'est-ce pas, de la manière dont on gère le pouvoir quand on est en place, sachant qu'un jour, de toute manière, on va partir. Si vous partez en laissant derrière vous des cadavres dans vos placards, souffrez quand même que celui qui vous succède, s'il en trouve un, qui le mette sur la place publique. C'est quelque part aussi dit que on n'est pas au-dessus des lois, on n'est pas au-dessus de la République. Mais bon, je suis de ceux qui vont beaucoup plus dans le souci de l'apaisement, n'est-ce pas? Il faut toujours penser à ce que qu'il y ait des méthodes beaucoup plus apaisées, n'est-ce pas, pour faire des reproches à quelqu'un qui a quand même passé de très longues années au pouvoir. Donc, dans un souci d'apaisement, il faut qu'il y ait un dialogue souvent entre le partant et son successeur, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Patrick Abampoyon, les démêlés de Mohamed Ould Abdelaziz avec la justice de son pays, déposé en prison aujourd'hui, est-ce que c'est déjà un fait qui vous surprend? Non, parce que, au fait, la difficulté dans cette affaire, c'est que la méthode Abdelaziz a frappé Abdelaziz. C'est-à-dire que au temps où ce président, aujourd'hui mis en prison, il gouvernait avec les mêmes méthodes. Il n'était pas possible à l'opposition d'exister. Et c'est donc en ne permettant pas à l'opposition d'exister qu'il a permis à son frère et ami de devenir président. Son frère et ami devenu président se sent menacé par lui, devenu opposant. Et donc, c'est une chaîne. Je voudrais simplement dire que c'est dommage que la classe politique, toutes tendances confondues, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition, n'aient goûté qu'à l'école de « il faut détruire l'autre pour exister ». C'est cette école que nous sommes en train de constater un peu partout dans le monde, je ne dirais pas l'Afrique, dans le monde. Nous sommes en train de constater que nous sommes toujours dans la logique de détruire l'autre pour exister. C'est à croire qu'aucun des dirigeants africains n'a étudié le cas Mandela. Aucun pratiquement des dirigeants africains n'a étudié le cas Nelson Mandela. Et donc, nous faisons toujours les erreurs que les prédécesseurs ont fait, qui les ont mis dans des difficultés. Et ça, maintenant, pour analyser les perspectives, en même temps, je dirais que dialogue, oui. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que Abdelaziz
veut toujours faire la politique. Et donc, pour qu'il ne fasse pas la politique, on l'embête. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'Abdelaziz envisage ne plus faire la politique. C'est la règle qu'ils ont établie eux-mêmes. Eux-mêmes victimes aujourd'hui n'ont établi que cette règle. Alors, tant qu'ils ne s'entendent pas pour changer les règles, il va falloir qu'ils jouent avec les règles et que quand quelqu'un est tombé, qu'il puisse reconnaître qu'il est tombé, tendre la main à l'autre pour que l'autre puisse prendre pour qu'il sorte de cette situation. Alors, les avocats de l'ancien président mauritanien ont au fait de dénoncer un acharnement politique contre leurs clients, placés donc sous mandat de dépôt mardi nuit. Votre lecture par rapport à la posture quand même de la défense qui estime qu'ils n'ont même pas eu accès au dossier jusque-là. Et c'est cette communication-là, donc sa défense tient. Nous n'avons pas accès au dossier. On le dépose sans qu'on ait accès au dossier et aux faits donc qui lui sont reprochés avant même d'envisager de le défendre. C'est ce que disait tantôt le coach Pouillon. Il faut connaître les fondamentaux qui ont conduit à cette crise-là. Parce que si vous prenez quelqu'un, vous le mettez en prison pour le plaisir de lui faire barrage, vous creusez un autre trou. Vous ouvrez une autre boîte de Pandore. Faut pas être jusqu'au boutiste. Ouais, il faut gérer les choses en tenant compte de la droite, de la gauche. Mais on remarque de plus en plus que nos chefs d'État sont là à assommer leurs prédécesseurs. C'est le cas de l'Angola. Même chez nous ici, parfois, s'il y a des coups, on en donne, on en reçoit. Donc il va falloir que, dans un souci d'apaisement, que nos politiques d'abord pensent à gérer, n'est-ce pas, en tenant compte de ce qui s'est passé. Mais du côté de la justice, les avocats sont dans leur rôle. Ils diront quoi d'autre? Ils défendent. Donc, ils sont dans leur rôle, ils font leur job. Maintenant, il faut que justice soit faite. Si tel est que ce qui est reproché à M. Abdelaziz est vrai, il faut que des preuves soient données, apportées à la défense pour que justice soit faite. Mais il ne faut pas tenir compte du fait que, on a géré pendant longtemps certains plans sains et puis voilà, et on en sort et on doit avoir encore les coudées franches pour dicter à son prédécesseur ce qu'il a à faire. On n'est pas aussi intelligent que ça. Hein. Il ne détient pas la science infuse, je veux dire. Donc, il a fini. On a vu, nous, ici au Bénin, le général Mathieu Kérékou, qui a rendu le pouvoir au président Dieudonné Nicéphore Soglo à l'issue de la conférence nationale de février 90, qui s'est retiré dans sa filao. Pendant 5 ans, personne n'a entendu parler. Il n'opinait même pas sur les problèmes liés à la politique. Quand bien même les citoyens l'y obligeaient. Donc il faut apprendre à respecter, n'est-ce pas, son successeur. Et ne pas se croire pédant ou sachant parce qu'on a dû mettre peut-être des années au pouvoir et qu'on connaît tous les rouages de l'appareil de l'État. Non. On peut faire 5 ans et faire le job, comme on peut faire 25 ans et ne rien faire. Mais si tel est qu'il a encore des choses à se reprocher, qu'il prenne patience et que sa défense s'en occupe. Alors, Patrick Avampoyon, on sait qu'il est donc visé par une enquête. Il y a eu, on va dire, une commission parlementaire qui a rendu un rapport. Il est visé en même temps qu'une quinzaine d'autres personnalités. On parle de faits présumés de corruption, puisqu'il n'y a pas encore eu procès. On parle de blanchiment d'argent, on parle d'enrichissement illicite, commis pendant les années où il dirigeait le pays. Est-ce que, selon vous, quelque part, il n'y a pas un dossier béton contre Mohamed Ould Abdelaziz? Commission parlementaire. Le Parlement, c'est quoi? C'est le haut-lieu de la politique. Donc, commission politique, avec des conclusions politiques. Ce que vous venez de dire est très clair. On n'a pas besoin de dire. Le Parlement est le haut-lieu de la politique. Et c'est le Parlement qui a fait enquête, ce n'est pas les juges, ce n'est pas les magistrats. C'est le Parlement qui a fait enquête. Mieux, vous savez, le président Goïta, qui vient d'être président au Mali, dit « J'ai trouvé dans les caisses 5 milliards 900 à peu près de fonds secrets par an. » Autrement dit, le président de la République dispose de 5 milliards 900 millions sur lesquels il n'a de compte à rendre à personne. Prenons par exemple que c'est la même chose en Mauritanie. Ça veut dire qu'en 10 ans, Abdelaziz a eu accès à 59 milliards sur lesquels il n'a de compte à rendre à personne. Maintenant, dites-moi, il a besoin de détourner quoi
pour que dès son départ, on ait déjà trouvé qu'il a détourné quelque chose mieux. Lorsqu'on dit qu'un chef d'État a détourné, les amis, je vais vous dire, il faut être un chef d'État aussi tellement bête pour avoir à se mêler d'un détournement. Il y a tellement de procédures, tellement d'intermédiaires, que pour trouver la culpabilité du chef de l'État lui-même là, je ne vois pas ce magistrat-là qui va trouver la culpabilité du chef de l'État lui-même dans tout ce qui s'est passé. Je vais vous dire ceci. Si vous prenez Laurent Gbagbo, il a été président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Est-ce que vous savez pourquoi on ne lui a reproché que la crise électorale? Parce qu'en 10 ans, les Nations Unies, avec toutes les enquêtes qu'ils ont menées, n'ont trouvé rien qui puisse impliquer Laurent Gbagbo lui-même. Donc, trouver la culpabilité d'un chef d'État, c'est compliqué. Parce qu'il ne touchera jamais lui-même directement à l'argent. Il ne signera jamais lui-même un papier. Il y a trop de fusibles avant lui. C'est comme si, vous voyez, un compteur que vous placez dans une maison. Pour que le compteur lui-même soit touché, il y a plein de fusibles qui vont sauter. Alors dites-moi, dans ces conditions, est-ce que vous croyez encore qu'on peut trouver des preuves contre un chef d'État? Non, on trouve facilement des preuves contre ceux qui ont mis la main dans le cambouis pour le compte du chef de l'État. Mais si vous voulez trouver la culpabilité du chef de l'État, vous ne pourrez démontrer ça que politiquement. Vous ne pouvez pas démontrer ça devant une institution juridique. Je continue. Vous prenez le cas du Bénin. Vous avez vu des opposants d'hier ont été interpellés pour beaucoup de choses. Vous n'avez jamais vu un dossier clair et net contre le président qui était président en ce temps, parce qu'il ne va pas se mêler lui-même. Même s'il est le bénéficiaire, il est difficile de tracer et de démontrer ça. Cela étant dit, revenons à la réalité des choses. Le président Abdelaziz fait partie de ceux qui ont imposé, installé, cultivé cette méthode dont il est victime aujourd'hui. Nous devons, dans un premier temps, réparer au plus pressé et après, envisager maintenant comment tous les politiciens vont aller à l'école de Nelson Mandela. Pour ne pas trop garder la parole, je reviendrai dans ma prochaine intervention sur l'expérience de Nelson Mandela pour que nous continuions de cultiver ça. Mais avant ça, je voudrais dire, il revient au président Abdelaziz qui sait très bien la méthodologie qu'il a installée et qui sait qu'avec cette méthodologie, il sera brisé. Donc, il n'a qu'à tendre la main, se retirer de la vie politique pour avoir un dialogue qui lui permet de sortir de là. Alors, le juge justifie cette décision par la gravité des faits dont est soupçonné Mohamed Abdelaziz. Il refuse donc de continuer à se présenter, comme le stipule la décision qui le contraint 3 fois par semaine au commissariat pour, et on va dire, émarger et donner des garanties de ce qu'il est là et qu'il ne voudrait pas s'échapper. C'est ce que je vous disais tantôt. Il n'y a personne qui est au-dessus des lois. La loi dit que vous devez vous présenter 3 fois par semaine. Vous n'êtes pas au-dessus de l'État. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Qui que vous soyez ancien président, nouveau président, je ne sais pas qui vous soyez dans la République, vous avez l'obligation, parce que c'est la loi, elle est imputable à tout le monde, à tous les citoyens. Et mieux, il n'est plus président de la République, il est devenu citoyen lambda comme vous et moi. Raison de plus pour se conformer à la loi. Un refus de sa part, c'est donner une mauvaise leçon de citoyenneté. C'est amener les citoyens. Si un citoyen demain se lève et refuse aussi de répondre, il le citera en exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que la loi s'applique. Donc, comme l'a dit mon co-débatteur, Coach Ouéon, il est victime lui-même de l'enracinement des lois qu'il a mis en place. Et puis, il faut attirer l'attention de nos chefs d'État sur ce genre de comportement. Quand vous êtes au pouvoir, vous croyez tout gagnant, tout vaincu, et voilà, c'est vous. Il n'y a personne d'autre. Mais ce que vous implantez là, comme arbre, demain vous risquez de ne pas en avoir des ombres. Parce qu'il y en a qui vont venir vous découper tout ça. Et quand vous allez vous retrouver à terre, vous n'aurez que vos beaux yeux pour pleurer. Donc il faut penser, en dirigeant aujourd'hui, à garantir, se faire aussi une garantie dans la retraite. Ouais, il peut être même titulaire ou tributaire, j'allais dire même d'une loi, comment vous appelez les lois là, c'est quand
d'humilité à vie, ou bien machin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des chefs d'État qui viennent, qui disent, bon, ça là, il faut faire sauter ça. Et la personne se retrouve devant les tribunaux. Il a vécu, il a dirigé la Mauritanie pendant longtemps. À mon avis, de mon point de vue, je pense que la sagesse voudrait quand même qu'il se retire. Parce qu'il y a aussi quand même une génération montante à qui il faut faire de la place. Il ne faut pas faire de l'ombre tout le temps. Et mieux à celui qui vous succède, même si c'était moi, que j'étais à la place de celui-là, je ferais pareil. Vous avez fini, mettez-vous sur le côté et laissez-moi faire. L'homme, ne voyons pas tous les choses de la même manière. Il y a une méthodologie à chaque chef d'État, pour le peu que je sache d'eux, il y a une méthodologie à chacun. Il y a d'autres qui travaillent dans le silence. Il y en a qui aiment le tintamarre et qu'ils sont sur tous les fronts. Mais il y a d'autres qui sont entre les deux. Donc chacun a son tempérament à gérer les affaires de la cité. Et puis, bon, je ne vais pas dévancer coach dans la manière. Mandela, c'est une icône. On ne va pas le comparer à certains qui viennent et puis qui remettent tout en cause. Voilà. Alors, Patrick Armand-Poyon, la défense estime que l'argument du juge est sans fondement. L'ancien président Ould Abdelaziz ne peut pas fuir. Il est connu. Il n'y a aucune crainte qu'il ne se présente pas. Lui-même l'a dit dans une interview récente qu'il ne comptait pas quitter la Mauritanie, ni pour le Mali, ni pour le Maroc, ni pour le Sénégal, encore moins pour la France. Il tient à rester dans son pays, quelles que soient les pressions qu'il subit. Au fait, il faut dire que ce soit la défense du président Abdelaziz et les juges qui défendent en principe l'État, ils sont tous deux des pions dans une guerre entre deux généraux qui se connaissent. C'est-à-dire que c'est une guerre entre deux généraux. Et vous savez, la prison point civil, c'est quelque chose à craindre et à éviter. Mais la prison point générale de la trempe d'Abdelaziz est parfois une solution. Il a provoqué pour aller là-bas. Et donc, tout ce que nous sommes en train de faire comme débat ici est une pédagogie pour les générations à venir, pour les chefs d'État qui veulent bien nous écouter. Mais pour ces deux généraux-là, ils ne connaissent que le combat. Et donc, ils vont combattre. Et le danger dans cette affaire, c'est la population qui va payer les conséquences. Le président Abdelaziz n'a pas eu un grade de général qu'on lui a donné par honoris causa. C'est un général dans le sens vrai du terme. Donc la prison point générale de ces gens-là, c'est-à-dire qu'il a provoqué pour aller là-bas parce qu'il estime que ce qu'il avait était pire qu'une prison. Être dans une maison où personne ne peut te voir et tout ça, il a préféré les provoquer pour les amener à faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais sachez qu'une chose, un général de cette dimension ne pose aucun acte sans avoir mesuré les conséquences. Donc nous sommes dans une situation où les chefs d'État des autres pays amis de la Mauritanie doivent faire un effort, aller là-bas, intervenir, c'est-à-dire, parce que ça là, c'est un duel à mort. Et surtout, en Mauritanie, ne pensez pas que celui qui est au pouvoir est nécessairement plus fort que celui qui est en prison. Dans cette guerre de généraux là, on ne peut même pas mesurer les rapports de force. Parce que là, si on ne trouve pas une solution, ça va carburer fortement. Donc, à partir de cet instant, je crois que nous devons nous préoccuper de faire de la pédagogie pour que les générations à venir comprennent que ce n'est pas le bon chemin pour faire les choses. Et que les chefs d'État qui veulent bien nous écouter ne creusent pas eux-mêmes la tombe dans laquelle leur successeur va vouloir les enterrer. Alors, Ould Abdelaziz et Ghazouani ont un passé, on va dire, commun. C'est quasiment 30 ans de lutte ensemble. Ils ont pris le pouvoir ensemble. Il a été son directeur de cabinet, chef d'état-major, ministre de la Défense. On va dire que c'est le fidèle parmi les fidèles qui se retrouve aujourd'hui à la tête de l'État. Il a fait sa promotion. On sait qu'il y a eu beaucoup d'opposants, dont parfois même, on va dire, en griffe de la famille de Abdelaziz, qui ont dû partir en exil. Aujourd'hui, El Ghazouani prend le pouvoir. Et l'actuel président subit, on va le dire en griffe, ces affaires-là. Qu'est-ce que cela traduit? Est-ce que entre un chef d'État et son successeur, finalement, est-ce la solution pour l'Afrique? Le mal vient souvent
Vous voyez, à mon observation, le mal vient souvent du fait qu'on pense que pour avoir gouverné et avoir promu un dauphin qui est resté dans son sillage, on a tous les droits sur lui. Attention! Mais attention, l'Angola est en train de nous donner des leçons. Il ne faut pas penser que parce que lui, j'ai contribué à le fabriquer politiquement, je l'ai fait, il en est arrivé là, il va me laisser faire après. C'est l'erreur qu'on commettent les Nigériens en ce moment. Au Niger, c'est ce qui se passe entre Bazoum et son successeur. Attention, le jour où Bazoum va se réveiller, ça va changer, les données vont changer. Donc, il faut arrêter de penser que moi, je suis plus président, c'est moi qui ai fait venir un tel, donc il me doit obéissance et respect. Ah non. Je vous ai dit, chacun a son style de gouvernance. Il y en a qui aiment s'afficher, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui sont calmes, il y en a, vous les entendez même pas. Vous voyez que leurs actions sur le terrain. Chacun a une méthode de gouvernance. Si vous pensez que vous êtes aussi intelligent, aussi pédant, comme il le dit, coach, c'est un débat qui doit normalement frapper dans la tête des chefs d'État. Si vous pensez aussi pédant pour donner des instructions et montrer la voie à suivre à l'autre parce que c'est vous qui l'avez fait venir là-bas, vous vous trompez. Quand vous allons au Béaba, vous prenez une voiture, c'est vous qui êtes l'instructeur du chauffeur. À un moment donné, quand il est seul dans son véhicule, vous ne l'appelez pas pour lui dire le feu est rouge, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Vous le laissez faire. Laissez-le conduire. À un moment donné, s'il fait recours à vous, pour vous dire, ah, vraiment, je suis tel point, comme le fait d'ailleurs, je crois que c'est un exemple en la matière, le président Gagné, Nana Akufo-Addo. Tout à fait. Il consulte tous les... Lui, c'est un champion de ça. Et vous voyez, là, le gars-là grimpe, hein, ils sont aujourd'hui félicités comme étant un État dans lequel règne le respect, la paix, l'ordre et la discipline. L'une des meilleures démocraties du continent. Donc, la concertation fait partie aussi des acquis que doivent avoir ceux qui cèdent le pouvoir et ceux qui prennent aussi le pouvoir. C'est vice-versa. Surtout ceux qui sont en place. Il faut savoir appeler l'autre pour lui dire, bon, voilà, je pense qu'il y a telle solution, il y a tel problème plutôt, et quelles sont les solutions. Et ensemble, c'est quand même ensemble qu'on est fort. Mais quand on veut imposer à l'autre, parce que déjà vous avez géré 10 ans, on ne sait pas comment vous avez géré, on ne sait pas s'il y a eu des couacs, s'il y a eu du vol par là, des détournements, des malversations, du blanchiment d'argent, comme c'est évoqué ici. Et encore qu'il faut encore en apporter les preuves, vous vous retrouvez devant une saladière avec des fruits pourris. Alors, il va falloir faire le tri. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le coach, et ça a un paramètre vraiment sécuritaire. Vous avez deux gladiateurs là qui se battent, pas des moindres. Attention, la Mauritanie, c'est pas de la cacahuète, hein. Ça s'envole vite là-bas. Donc, l'autre qui s'est retrouvé en prison, je donne entièrement raison à coach Poyon. Aucun général ne tombe dans ce genre de piège. C'est pas fait au hasard, hein. C'est bien calculé, c'est millimétré. Mais quelles seront les conséquences? Comme il le dit, c'est le peuple qui en pâtira après. Il faut faire attention. Et j'appuie sa demande de voir un certain nombre de chefs d'État voler rapidement. Et ça, c'est le tort c'est ce dont nous débattons ici tous les jours concernant les chefs d'État. Ils attendent que ça brûle avant de prendre des dispositions. J'aurais bien voulu voir 1, 2, 3, 4 chefs d'État aux côtés du celui de la CEDEAO aller rapidement en Mauritanie pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Essayez de trouver un règlement à l'amiable et voyons comment on peut rapidement aller aux solutions. Mais ils vont rester là et quand ça va commencer par brûler, vous allez voir la CEDEAO que vous connaissez, que je décris ici tous les jours. Ils vont encore dire, c'est bon. Il faut arrêter avec le bordel. Moi, je suis entièrement d'accord avec Coach Poyon sur ce plan-là. Il va falloir, s'il le faut, monter une délégation, aller les voir et puis discuter. On est un frère. En Afrique, on est frère. Tout le monde est frère en Afrique. Et il faut y penser. Patrick Amonkpoyon, Ghazouani, ancien partenaire dans le coup d'État de 2008, ancien chef d'État-major, ancien ministre de la Défense, on va dire que c'est quasiment 20 ans, sinon plus, de cohabitation. On va dire cohabitation saine, puisqu'il a toujours été promu, encouragé, soutenu. Aujourd'hui, il est chef de l'État.
président, chef du parti aussi. Pourquoi est-ce que Mohamed Ould Abdelaziz a choisi d'aller à l'opposition, selon vous? Bon, d'abord, il faut dire que les deux sont des généraux. Donc, ils connaissent les armes, ils connaissent les stratégies militaires, mais aucun des deux n'est réellement politicien. Aucun des deux. Les deux sont des généraux. Alors, dans ce genre de situation, nous avons parfois des chefs d'État qui sont dans un piège tracé par les politiciens. Parce qu'ils ont l'art de poser ce qu'il faut poser pour avoir le pouvoir. Vous savez, beaucoup de personnes parlent du chef de l'État comme si c'est le gars qui peut se lever demain matin et dire « libérer Abdelaziz ». Non. Il peut même tuer lui-même pour avoir dit ça. Donc, c'est aux militaires d'éviter de tomber dans le piège que dressent d'abord les politiciens nationaux de tous bords, mais en dehors des politiciens nationaux, la communauté internationale qui n'a pas intérêt aussi à ce qu'on s'entende. Donc, à partir de cet instant, je crois que tout le monde a gagné. Que ce soit le président actuel, que ce soit l'ancien président de Mauritanie, que ce soit la population mauritanienne, que ce soit la communauté internationale, tout le monde a gagné. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec Souleymane quand il dit une délégation de chefs d'État. En fait, cette affaire de délégation de chefs de l'État-là, ça aboutit à la comédie que nous avons vue au Mali qui a créé la crise. Si nous avons eu ne serait-ce qu'un chef d'État, ami de Ibeka, pour aller dire directement à Ibeka en privé, c'est gâté. Il vaut mieux qu'on discute avec ces gens-là, en toute amitié, pas comme un médiateur de qui que ce soit. Je vous assure que Ibeka sera encore président. Mais si on fait une délégation avec un discours comment on appelle, un discours hypocrite, alors que les chefs d'État membres de la délégation ont eux aussi des opposants en prison, je ne sais pas vraiment comment on peut s'en sortir. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est qu'un ami des deux, parce que les deux, étant collaborateurs depuis 20 à 30 ans, ils ont des amis communs. Il faut qu'un ami commun aille là-bas pour dire, trouvons une solution. Le président actuel ne cherche pas deux choses. Il cherche premièrement sa propre sécurité. Il cherche premièrement sa propre sécurité. Donc, il faut qu'on lui trouve les voies et moyens pour garantir sa sécurité si Abdelaziz est libre. Deuxièmement, il ne veut pas qu'aux prochaines élections, Abdelaziz lui prenne le pouvoir. Donc, c'est tout. Si vous pouvez trouver avec Abdelaziz les voies et moyens pour garantir la sécurité du président actuel et le fait qu'il pourra avoir son deuxième mandat, cette crise est réglée. Cette crise est réglée. Donc, il faut comprendre, les politiciens, les dirigeants, les hommes d'État actuellement ne connaissent que la loi du talon, du talion, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Je donne des coups et je reçois des coups. Voilà la seule règle qu'ils connaissent. Mais nous devons dépasser ça pour arriver à la stratégie de gagner sans combattre, de gagner sans faire du mal à personne. Parce que tôt ou tard, le mal se fait toujours. Il n'y a rien à faire. Il y a une justice au-delà de la justice des hommes. Il y a la justice de Dieu. Et elle est intraitable. Regardez la fin de tous ceux qui ont... J'ai l'habitude de dire, si Mobutu n'a pas pu être enterré chez lui, ça ne fait pas réfléchir les gens. Le grand Mobutu n'a pas pu être enterré chez lui. Ça doit faire réfléchir les gens. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, on a demandé qui est coupable dans ce genre de situation. La démocratie. La démocratie bizarre et bidon qu'on nous a donnée, qui ne tient pas compte de nos réalités. En Afrique, le roi ne quitte pas la royauté de son vivant. Ça, là, nous l'avons ignoré. La royauté en Afrique n'a jamais été une succession du vivant du roi. Et ils ont pris pour nous. Allez voir en Grande-Bretagne. C'est pas ce que nous on faisait qu'ils sont en train de faire. Allez voir en Espagne. Allez voir en Suède, en Suisse ou autre. Et ils ont pris la nôtre et ils nous ont foutu une belle merde qui fait que tous les 5 ans, on s'entretue. Il va falloir qu'on ait le courage de regarder de près et de dire, est-ce que c'est bon qu'on se tue tous les 5 ans? Est-ce que c'est bon que celui que nous avons pris pour incarner la République pendant 5-10 ans soit humilié? Est-ce que c'est bon? Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. J'ai un mot et une question à Coach Poyon. À ce sujet, justement. Déjà, je voudrais revenir sur le fait que, bon, il ne soit pas d'accord avec moi sur le fait
d'envoyer des chefs d'État. Moi, je suis toujours dans l'objectif du consensus. Vous voyez, qui d'autre qu'un chef d'État peut parler actuellement à ces deux généraux-là? Vous pensez à un ami? Non, oui. Oui, pour chef d'État. Non, je suis dans... Pas chef d'État en délégation. Non, quand vous êtes... Je vous donne un exemple palpable. Oui. Lorsque le président Mathieu Kérékou a décidé de tuer les anciens présidents au Bénin, le général Gouon n'a pas attendu qu'on fasse une délégation de chefs d'État. Il a pris son avion, il est arrivé à Cotonou. Il dit, tu ne peux pas. Et le président finit par dire, là, tu pars avec eux et ils ne reviennent plus jamais. Il dit, d'accord. Il les a pris dans son avion, il est parti avec. Donc, ce qu'il dit, c'est que la diplomatie trop bruyante, là, tout ça ne règle pas. Il faut des amitiés pour aller intervenir. Les chefs d'État amis des deux n'a qu'à aller régler. Nous sommes entièrement d'accord. On ne se comprend peut-être pas. Quand je dis une délégation, je parle des gens qui sont proches d'eux. Je parle des gens qui ne se connaissent pas. Vous parlez, de toute manière, vous n'irez pas donner des questions, des conseils à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous parlez à quelqu'un que vous connaissez. Mais dans ce cadre-là, moi, je parle dans le cadre de l'authenticité africaine. Gérer les problèmes à l'africaine sur là-bas palabre comme nos parents le font. Et je veux même je chute en même temps sur le raisonnement de Coach Pouyon en ce qui concerne la démocratie. Je vous ai souvent dit ici que la démocratie telle que nous la connaissons, là, venue de l'Europe, là, elle est finie, c'est terminé. Allez le crier sur tous les toits. À l'heure actuelle, là, tous les dirigeants africains sont en train de faire en sorte à bouter dehors cette histoire-là. Cela ne favorise-t-il pas la présidence à vie? C'est Dieu qui donne le pouvoir. Moi, je vous ai dit, moi, je suis croyant. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Ceux qui sont démocratiquement, politiquement et démocratiquement corrects, ceux-là vous diront élection. Pour eux, la démocratie, c'est faire une alternance tous les 5 ans, donner le pouvoir à l'opposition, machin, pendant que l'autre est en train de nous manipuler comme, comment on appelle, des marionnettes. Il y a d'autres qui pensent à la démocratie comme ça. Si on prend le Burkina, Thomas Sankara a fait son truc ici, tout le monde crie, on dit qu'il est le meilleur. Et c'était une démocratie. Celui qui a mieux instauré la démocratie, il a même dit, nous allons écrire une constitution telle que si même le diable vient occuper le fauteuil présidentiel au Ghana, il ne pourra rien y faire que de se conformer à cette constitution-là. Jerry Rawlings, c'était un militaire. Donc, partant, si nous retournons à l'authenticité, et je suis en train de lire justement, que ce Coach Pouyon parle de Mobutu, un livre sur le général, le maréchal Mobutu, où il demandait le retour à l'authenticité. J'ai lu, j'ai parcouru ce bouquin-là, mais je me dis, où il refusait par exemple aux femmes, il dit, vous portez des pantalons, nos femmes en Afrique, ce sont de belles femmes. C'est des femmes qui ont besoin de se mettre dans un accoutrement purement africain, qu'elles sont belles. Il faut faire ressortir tout ça. Si aujourd'hui le Congo est devenu, du point de vue musical, un emblème sur l'Afrique, c'est aussi grâce à Mobutu. Il mettait beaucoup de moyens dans la culture. C'était le cas du ministre Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire, qui boostait la musique ivoirienne. Vous avez vu, aujourd'hui, ils sont devenus champions d'ici de ça. Donc il faudra que nos chefs d'État, quelque part, pensent quand même à retourner à l'authenticité. La démocratie, oui. Et qui mieux que nos parents, à l'époque, nos rois, tout ça, là, gouvernaient du point de vue démocratique. Il n'y a qu'à prendre des films tournés au Nigeria, là, sur Hollywood. Vous voyez que le roi, il est entouré de tout. Il y a un ministre de ceci. Ça discute à chaud là. Et le roi, assis, il écoute tout le monde. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et il prend les décisions. Vous ferez ça, vous ferez ça, vous ferez ça. Il y a des mécontents. Il y a aussi des contents. Mais maintenant, on nous a amenés opposition, mouvance, et tous les 5 ans, comme le dit Coach Pouyon, on est en train de s'assommer. Ça va finir quand? Il va falloir qu'on retourne aux fondamentaux. Et les fondamentaux passent par le fait que nous devons savoir que nous avons une culture, des traditions. Et conformément à ça, tout n'est pas positif dedans. Il va falloir se tracer une ligne directionnelle qui soit politique, économique, socio-culturelle et culturelle. Alors, Patrick Ambon-Pouyon, est-ce que quelque part, en disant nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui s'assomment chaque 5 ans, vous n'êtes pas en train de faire la promotion de la présidence à vie? Si en 1990, le Bénin avait dit ce que nous avons obtenu pour la transition, nous maintenons ça, Kérékou reste président à vie dans une fonction honorifique, et nous élisons tous les 5 ans un premier ministre qui est responsable de l'exécutif. Le Bénin aurait eu une autre histoire, on ne serait pas en train de se bagarrer aujourd'hui.
pourquoi nous voulons que Jean remplace Pierre, Pierre remplace Pierrette? C'est ça là, c'est ça qui va faire que chacun sera heureux, à l'aise? Non, parce que vous savez, en stratégie, on dit si vous faites peur à quelqu'un qui a les armes, il va se protéger. La démocratie telle qu'on nous a amené fait que le président en exercice a peur pendant 5 ans. Résultat, il se protège pendant 5 ans. Si nous préférons nous entretuer, au lieu de laisser quelqu'un dans une fonction, quand nos rois étaient rois à vie, là, ça gênait qui? Personne. C'est les intellectuels qui nous fatiguent avec, il faut que l'alternance, nous devons penser à l'alternative et non à l'alternance. L'alternance, c'est quand les hommes changent et le système pourri reste sur place. L'alternative, quand les hommes sont peut-être les mêmes et la manière de gouverner change. Je donne un exemple très simple. Vous prenez l'Afrique centrale. Pendant longtemps, nous avons eu une gouvernance qui n'a permis aucun développement en Afrique centrale. Depuis quelque temps, les chefs d'État sont toujours là. Mais la gouvernance est en train de changer. Aujourd'hui, il y a des infrastructures de plus en plus. Il y a le développement. Parce qu'on est en train de renouveler la gouvernance, mais peut-être pas les hommes d'État. Donc moi, je pense que, véritablement, il faut que nous puissions nous départir des préjugés, des postulats, et que nous rentrons dans le vrai débat. Le vrai débat, c'est que tant qu'un homme d'État qui a accès aux armes, qui a accès à l'armée, qui a accès aux finances, qui a la capacité de nuisance, tant qu'il est apeuré, il va se défendre. Il va se défendre avec tout ce que la Constitution lui donne comme pouvoir. La Constitution donne le pouvoir au chef de l'État de mettre en prison ceux qui le dérangent. C'est nous qui avons écrit, c'est les intellectuels qui ont écrit, et le chef de l'État ne fait qu'à profiter des bêtises que nous avons mis dans la Constitution. Maintenant, on dit que c'est lui le mauvais, il est président, il est mauvais. Qui a écrit? C'est lui qui a écrit. Il était là quand vous avez écrit. C'est vous qui avez écrit ça. Donc, vous lui avez donné tous les pouvoirs. Maintenant, vous dites que malgré tous les pouvoirs, il va prendre le risque que 5 ans après, on le mette en prison. J'apprends même qu'un homme politique, une personnalité de haut rang, est en prison, est dans 40 mètres carrés avec 40 personnes. Vous croyez que quelqu'un va quitter le pouvoir pour accepter de vivre ça? Non. Il va falloir que nous comprenions que, comme il a dit, comme Suleiman l'a dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si Dieu a donné le pouvoir à quelqu'un, faisons en sorte de créer un système d'alternative sous lui. Exactement comme en Grande-Bretagne. Ils ne sont pas en démocratie. La Grande-Bretagne n'est pas en démocratie. L'Espagne n'est pas en démocratie. L'Allemagne n'est pas en démocratie. L'Israël n'est pas en démocratie. Oui, mais le président, il y a un mode de succession à la présidence qui garantit la paix. Pensons à ça, au lieu de rester à copier bêtement les Français qui eux-mêmes ont des problèmes avec une Marine Le Pen au port du pouvoir. Et nous copions quelque chose qui est malade. Nous copions quelque chose qui est malade. On a parlé au Bénin de taux de participation. Oh oui, le taux de participation est faible. Parlons maintenant du taux de participation en France. Parlons du taux de participation en France. Exact. Une démocratie où la population ne vote pas. Oui. La population ne vote pas. Maintenant, quelqu'un devient président par hasard. Et c'est ça qu'on copie en Afrique. Le président par hasard, c'est ça. Faisons en sorte de choisir des personnes sages pour diriger nos pays. Laissons-les dans le fauteuil jusqu'à leur mort. Trouvons une méthode de succession qui ne crée pas bagarre. Et élisons, si on le veut, un premier ministre qui a le pouvoir exécutif. Nous aurons moins de problèmes parce que le président, par l'armée, peut sécuriser et empêcher le premier ministre de faire des opposants ce qu'il veut. Alors, pour en revenir à la Mauritanie, il y a l'article 93 de la Constitution qui garantit l'immunité en tant qu'ancien chef de l'État. La défense estime que rien qu'avec cet article-là, on ne devrait pas avoir à trimballer Mohamed Ould Abdelaziz comme on le fait en ce moment. Le développement qu'a fait Coach Pouillon est toujours dans le cadre de la démocratie et de la Mauritanie. Tout à fait. On n'est pas en dehors du débat. Du tout. C'est juste des exemples qui sont donnés pour ouvrir l'œil du peuple qui n'a que faire de crier démocratie, démocratie, alors que la démocratie n'est même pas à leur porte. La démocratie, il faut la vivre déjà chez soi. La manière dont vous traitez vos enfants, vos femmes, et machin, tout ça, avant de la porter sur la place publique. Coach Pouillon, mes respects. Pour avancer maintenant, les lois, comme il le disait tantôt, l'article, vous avez cité un article, qui les a écrits, ces articles? Ce sont nos fameux démocrates-là, intellectuels, c'est eux qui écrivent des bêtises de ces gens. Vous écrivez quelque chose aujourd'hui, et il a si bien dit, si le président mauritanien aujourd'hui n'a pas la paix,
Mais il se retrouve dans son propre bourbier. Les lois qu'il a écrites hier pour embêter les autres, mais il se retrouve dans le même... Écoutez, vous êtes dans un train où on gaze, par exemple. Il y a un gaz lacrymo qui tombe et tout le wagon, il est gazé. Parce que vous êtes chef, on vous donne l'opportunité d'aller dans un autre wagon. Le jour où vous n'êtes plus chef, vous pensez que vous aurez les mêmes opportunités de vous faire transporter dans un autre wagon, vous passerez le temps dans ce même wagon-là, vous allez goûter au lacrymo. Et là, vous allez vous rendre compte du mal que vous faites à vos prédécesseurs et mieux à vos populations. Donc les chefs d'État qui sont souvent en place, je vous l'ai toujours dit ici sur ce plateau, j'en connais, j'en approche plusieurs, ils ne tirent jamais le son. Ils vivent au jour le jour. Ils font en fonction de ce qui est là, tout de suite. On règle et puis on avance. Mais ils oublient que demain, pour une raison ou pour une autre, raison de maladie, c'est Dieu qui en décide, ou bien peut-être lui-même, il en a marre, il se retire, mais il ne sait pas à qui il va confier le fauteuil. Et vous voyez de plus en plus, ce ne sont plus les opposants qui emmènent les prédécesseurs, mais plutôt ceux qui les portent au pouvoir. Donc il va falloir faire attention, penser que l'Afrique a besoin quand même de réfléchir, de retourner à son authenticité, et que souvent ceux qui sont en place gèrent, n'est-ce pas, dans un souci d'apaisement pour que ceux qui partent aussi puissent respirer. Je veux attirer l'attention du président angolais, celui du président mauritanien actuellement, puisque c'est d'eux qu'on parle, et beaucoup d'autres encore qui sont souvent en discordance avec leurs prédécesseurs. Patrick Amopoyon, est-ce que, au vu de toutes ces analyses-là, de tous ces développements-là, est-ce qu'on ne doit pas plutôt remettre le pouvoir à des opposants plutôt que de favoriser un dauphin? Justement, c'est-à-dire que il faut ouvrir le jeu démocratique, exactement comme Nelson Mandela l'a fait. Cela permet que, quel que soit celui qui arrive, il arrive dans un système où l'alternance est permise dans tous les camps. Il arrive dans un système où on n'a pas éliminé, apeuré, amaigri un camp. Il arrive dans un système où le dialogue est permanent. Vous savez, le Tchad est en train d'écrire quand même quelque chose de formidable. Lorsque vous voyez au Tchad aujourd'hui, au moins soit 10% de l'opposition, ensemble avec la mouvance, en train de construire l'avenir du pays, mais je vous assure, c'est très beau. Les gens on se protège comme ça. Lorsque vous ouvrez le jeu, vous dialoguez. Vous prenez par exemple le Congo-Brazzaville. Si au Congo-Brazzaville aujourd'hui, le président en exercice, Sassou Nguesso, organise une conférence nationale, ouvre les débats, permet une alternance démocratique, il sera en sécurité après. Mais s'il dit dans mon camp, c'est ça qui crée les problèmes après. Parce que quand vous faites dans votre camp, c'est que vous avez affaibli tout le monde au profit de votre dauphin. Votre dauphin arrive, il doit vous affaiblir, vous, pour que si vous changez d'avis, vous ne verrez pas lui reprendre le pouvoir. Donc c'est ce système d'affaiblissement des autres là qui pose problème. Je vais vous raconter un fait banal qui s'est produit en Afrique du Sud lors de la présidence de Nelson Mandela. Un jour, il demande à ses gardes-corps de venir avec lui au restaurant pour partager un repas. Il va au restaurant pour manger avec ses gardes-corps. Il voit un monsieur en train de manger à une autre table et il demande à ses gardes-corps d'aller le chercher pour venir manger avec eux. Le monsieur vient à côté du président, il est en train de trembler. Alors les gardes ont dit, monsieur le président, il est malade, il risque de vous contaminer, il dit laissez-le. Le monsieur finit de manger, il part. Et les gardes ont dit, mais président, il était malade, il dit, il n'est pas malade. Lorsqu'il était en prison, c'était lui, le gardien de prison. Quand je demande de l'eau, il urinait sur ma tête. Il dit, mais il fallait nous dire, on va l'arrêter pour lui faire payer. Il dit, non. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir. Je ne sais pas si demain, lui aura le pouvoir. Alors, si je lui fais du mal aujourd'hui, demain, quand il aura le pouvoir, il va encore me rembourser ça. En ne lui faisant pas du mal aujourd'hui, je protège mon avenir. Voilà de quoi il s'agit. Lorsqu'on a un pouvoir et qu'on nuit aux autres, on ne protège pas son avenir. C'est pour ça que le président Abdelaziz, lorsqu'il le faisait aux autres, pensant ne pas le faire au président actuel, il était en train de massacrer son propre avenir en martyrisant les autres. Maintenant, celui qui est là aussi fait la même erreur alors que la route tourne. Houphouët Boigny, qui était pratiquement le président de l'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui hors système. Donc tout le monde passera. Tout passera.
le régime passera, l'opposition passera. Alors celui qui n'a pas compris ça, il prend il pose des actes dont il peut, lui, payer les conséquences demain, dont ses enfants peuvent payer les conséquences demain, dont ses collaborateurs peuvent payer les conséquences demain. Utilisons le pouvoir lorsque nous l'avons pour créer notre sécurité pour demain. Mohamed Abdelaziz a dit dans une interview assez récente qu'il entendait continuer à faire la politique. Pourquoi ce choix-là? Non, mais c'est exagéré. C'est ce que je vous disais tantôt. Après avoir fait tout ce temps-là au pouvoir, on revient encore. Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire en politique depuis ce temps-là qu'il n'a pas pu faire? Et c'est maintenant qu'il veut le faire. C'est une manière d'embêter celui qui est en place. Il faut savoir raison garder. Quand vous gérez à un moment donné, il faut savoir se retirer et laisser place. Je vous ai cité un exemple de général Mathieu Kérékou qui s'est rangé calmement. Qui a laissé le président Nicéphore Soglo gérer le pouvoir pendant les 5 ans qui étaient. Bon, c'est vers la fin que les choses sont emballées. Et il a demandé à se représenter. Il en avait droit, la Constitution lui donnait droit. Mais il ne faut pas embêter, mettre des bâtons dans les roues, empêcher, rendre le pays ingouvernable, en un mot, à celui qui a été démocratiquement élu, tel que les élections sont passées dans les règles de l'art. Cherchez à l'embêter, non. Vous créez des problèmes. Non, vous lui créez d'abord, lui, en premier, des problèmes. Vous créez vous-même des problèmes parce que ni vous, ni ceux qui viendront après vous ne seront... Et puis, il y a des gens très éclairés qui ont compris ça très vite. Un homme comme le président Poutine, il a compris ça. Il sait d'abord, il sait que les pouvoirs démocratiques de 5 ans de renouvelables, là, les Chinois et lui ont compris que ça ne servirait à rien. Il faut mettre quelque chose en place qui dure, qui va dans la durée, et permettre au pays de se relancer économiquement avec une direction politique bien aguerrie. Je ne reste pas dans le parti unique. On donne la possibilité à tout le monde de penser, de dire ce qu'ils veulent. Mais, quelque part, ça donne une certaine garantie. Est-ce que le président mauritanien l'a fait? Non. Il est resté, il a gouverné à tout va en pensant que bon, demain il va toujours continuer parce que j'ai été chercher le monsieur d'à côté là, je l'ai mis sur le fauteuil, donc c'est mon pantin, il obéira à mes ordres. Non, justement, c'est l'une des erreurs les plus graves de toutes ces mandatures. Il aurait dû se préparer à d'autres éventualités. Et c'est dommageable. Maintenant, pour chuter, je dirais ceci. Les Africains, nous vous supplions de voir en face, ou de manière simple. Je vais aller de manière simple. Si vous ne savez pas là où vous allez, sachez d'où est-ce que vous venez. Au temps de nos arrière-parents, j'ai donné un exemple ici. On dit, ceux qui ont construit les pyramides d'Égypte, là, ils avaient quel doctorat en architecture? Au temps du roi Guézo Kaba, qui ont vaincu les Français ici durant la colonisation, qui sont battus même par des techniques qui ne venaient ni de Saint-Cyr, ni des grosses écoles militaires. Battus la même française, ils ont dû ramener des bataillons. Et bon, il y a eu trahison dans le camp. Mais ils faisaient comment, ces gens-là? Moi, je réfléchis, le temps ne nous permet pas, mais je réfléchis à concevoir des techniques d'attaque et de défense par rapport à la défense opérationnelle du territoire du temps de nos aïeux. Je vous ai même donné le cas de la police ici une fois. Comment les gens arrivaient à sécuriser la cité? Il n'y avait pas de prison, il n'y avait rien du tout. Et les gens étaient heureux, on punissait les gens, c'était sous là-bas, par là, ça se réglait, et puis tout le monde reprenait le chemin de l'intérêt. Mais on nous a importé la démocratie. On a des dirigeants aujourd'hui qui se battent. Non seulement je viens, mais j'élimine d'abord tout le monde, je vais être seul. Et quand je pars, je fais en sorte que celui que j'amène, je veux lui donner encore des injonctions. Non, il faut arrêter ça. C'est quelque chose qui ne profite pas à l'Afrique. Il nous incombe un cercle de réflexion par rapport à toutes ces comment j'appelle ça, tout ce désordre-là qui s'installe et qui ne permet pas à nos États d'être gérés dans le calme. L'Afrique a besoin de calme. Nos pays ont besoin de calme. Et je salue encore une fois Coach Pouillon c'est-à-dire toute la méthodologie dont il a fait part tout à l'heure par rapport au concept de gouvernance sur nos États en Afrique. On est complètement à côté de la plaque. Et tant qu'on ne revient pas à nos fondamentaux, souffrez que tous les 5 ans,
On est dans le même désordre que nous connaissons dans nos États partout, où les chefs se battent entre eux. Et quand ils se battent entre eux, nous, là, on cherche le chemin des frontières, sachant que chez le voisin, là-bas aussi, ça chauffe. L'Afrique est dans un éternel tourbillonnement. Patrick Amopoyon, Souleymane Hamzat fait bien de parler des difficultés qu'il y a un peu partout. On a l'impression qu'aujourd'hui, plus aucun pays n'est vraiment en paix, vraiment en sécurité, vraiment en stabilité. On a l'impression qu'il y a des foyers de tensions un peu partout. Qu'est-ce qui l'explique et quelle thérapie appliquer? Parce que j'ai compris que l'émission a pris une allure de conseil et de stratégie. Quelle thérapie appliquer? Non, je crois que nous devons tous aller à l'école de l'art de gagner sans combattre. Vous savez, en Côte d'Ivoire, pour citer des noms et ne pas parler généralement, on dit le président n'a qu'à amnistier Guillaume Soro. Mais qui garantit la sécurité du président quand Guillaume Soro revient? Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est une problématique d'emblée. On ne peut pas voir ça en termes de lecture partisane. Non. Il va falloir que nous voyions les intérêts des deux partis. Les deux partis aujourd'hui ont besoin d'une autre façon de gouverner. Ce n'est pas les gouvernants seulement. Parce que si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, qui garantit la sécurité du président Alassane Ouattara? N'oubliez pas que quand le président Alassane Ouattara avait même pris pouvoir avec Guillaume Soro, son premier ministre, il dormait presque tous les soirs à Abuja au Nigeria. Donc, malgré qu'il était dans son camp. Donc, c'est pour dire que véritablement, nous avons un problème sérieux de garantie de sécurité à donner l'un à l'autre. Moi, je travaille et beaucoup d'Africains travaillent dans une méthodologie à moyen et long terme. Si nous allons aller dans les méthodologies conjoncturelles, on va passer pour des chercheurs de je ne sais quoi. Mais à moyen et long terme, on va travailler à ce que nous puissions garantir la sécurité des chefs d'État au pouvoir comme après le pouvoir pour qu'eux aussi, ils facilitent les choses. Mais tant qu'ils se sentiront en danger, ils prendront des dispositions que nous déplorons, mais pour se protéger. Donc, dans tous les cas, il ne s'agit pas de condamner l'un au profit de l'autre. Il s'agit de dire qu'il y a besoin d'une réflexion dans le sens de rassurer tout le monde. Nelson Mandela en est l'exemple. Il était persécuté en prison. Il a accepté de discuter. Il a discuté. Il a trouvé les voies et moyens pour s'entendre avec son ennemi juré et les deux sont devenus amis. Il a rassuré les autres l'ont laissé venir au pouvoir. J'imagine le jour où Alassane Ouattara rassuré va laisser Guillaume Soro venir au pouvoir. J'imagine le jour où, tu vois, le président angolais rassuré va laisser la fille de l'ancien président venir au pouvoir. C'est ça. Il va falloir qu'on trouve les voies et moyens pour que celui qui est au pouvoir soit rassuré pour laisser le jeu dit démocratique se perpétrer. Des conseils à la classe politique en Mauritanie? Non, pas la classe politique, parce que la classe politique de partout en Afrique, elle a joué. C'est la poubelle. Pour moi, la classe politique, c'est pas la peine. Et ils conduisent les peuples dans le désarroi. Moi, je veux parler aux responsables, aux dirigeants et aux gouvernants. Oui. Quand vous arrivez à un poste de commandement, sachez que tout acte que vous posez, vous retomberez dessus. Vous rattrapez tôt ou tard. Si vous mettez des lois, des barrières, vous empêchez les autres de respirer, de manger, de vivre, le jour où ils ont l'occasion de vous taper dessus, ça ne va pas se faire dans le dos de la cuillère. Ils vont vous taper tellement fort que même quand on vous présentera un plat, vous n'oserez même pas toucher à la cuillère. Donc c'est une manière de dire quoi? Évitez de créer des frustrations. Et en dernier, n'oublions pas, il y a un phénomène qui jase partout, le terrorisme. Vous savez que dans la position du président mauritanien actuellement, là où il est en prison, je vous fais une confidence. Chaque généraux de l'armée ont des hommes. Donc les deux camps ont leurs hommes. Et s'ils savaient que, suivez un peu mon regard, à l'instar de celui du Burkina qui n'est plus en poste, à les manettes de ceux qui sont dans le désert là-bas, la Mauritanie va vaciller très vite. Et là, il ne contrôlera plus rien. Celui qui est en poste actuellement. Donc il faut aller à une discussion terre à terre
dans un consensus et les points de divergence sont les plus importants à débattre et à ramener la paix en Mauritanie. Quand un pays africain brûle, les voisins brûlent et en fait c'est toute l'Afrique qui brûle. Patrick Armand-Poyon, Mohamed Ould Abdelaziz a revendiqué son droit de rester en politique, de faire de la politique. Il participait même, depuis sa résidence surveillée, à des activités de son nouveau parti, le RIBA. Est-ce que, selon vous, c'est ce qui justifie aussi les déboires qu'il a aujourd'hui? Et si oui, quel conseil pour les deux chefs d'État actuels et anciens chefs d'État? Avant de répondre à la question, permettez-moi de parler un langage de généraux à des généraux pour leur permettre de bien comprendre. Ils savent très bien que dans toutes les écoles de guerre, il est enseigné qu'un vrai général n'est pas celui qui gagne toutes les batailles. Un vrai général, c'est quelqu'un qui gagne. Un vrai général n'est pas celui qui fait des combats et qui gagne. Un vrai général, c'est quelqu'un qui gagne toutes les batailles sans combattre. Sans combattre. C'est-à-dire ne tire pas un seul coup de feu et il gagne. C'est ça. Et ils savent que c'est très bien ce qu'on leur a enseigné. Mais là, ils sont en train de se faire du mal. Ils sont en train de se comporter comme de mauvais généraux. Parce que le vrai général, c'est un stratège qui montre à l'autre qui n'a pas le choix, de manière à ce que l'autre accepte de rendre les armes. C'est comme ça. Si vous détruisez un village avant de conquérir le village, vous n'aurez rien à gérer. Vous aurez tué tous les hommes, vous aurez détruit tout qui va payer impôt. Donc c'est pour dire que dans cette situation, ils ont tout à gagner à dialoguer. Maintenant, est-ce que c'est la politique qui l'amène à subir ça? Oui, oui et oui. Oui, il n'y a pas autre chose. Je vous ai dit, il est impossible de trouver une virgule comme un chef d'État. Il est impossible. Moi, je suis gestionnaire, je suis comptable. Il est impossible de trouver. Le président ne sait rien concernant l'argent. Il ne sait rien. Donc, vous ne pouvez pas trouver virgule à reprocher à un chef d'État et à prouver devant des juridictions. Alors, tout ce qu'on dit mauvaise gestion aux gouverneurs, on peut le dire pour des ministres qui signent des papiers, pour des gestionnaires, mais le chef de l'État ne signe aucun papier concernant l'argent. Alors, comment on va apporter les preuves pour montrer qu'il a détourné ceci ou cela? Donc, c'est vrai, c'est à cause de la politique qu'il a fait ça. Et c'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il sait très bien qu'il va finir en prison. Le problème, c'est sur quoi il est en train de compter. Et là, ça doit faire réfléchir par deux fois le président actuel. Si des médiateurs n'arrivent pas, eux-mêmes peuvent susciter des médiateurs. Exact. Il faut que quelqu'un qui les connaît, un chef d'État qui les connaît, ou même un ancien chef d'État qui est ami des deux, aille là-bas pour parler. Il faut qu'on trouve rapidement une solution parce que quand ça va carburer, c'est difficile après de négocier. Rapidement, un mot de fin. Ben, écoutez, la paix. Moi, je suis toujours partisan de la paix. Et surtout que d'un camp ou de l'autre, on se dise qu'on gère, mais à un moment donné, quand l'autre est là, il faut le laisser travailler calmement. L'exemple du général Kérékou, Mathieu, est un exemple patent en ce cas-là. Quand quelqu'un vient, laissez-lui son fauteuil. Il a sa manière aussi de voir les choses. Permettez-lui de gouverner en toute quiétude. Voilà, vous êtes Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Avec vous aujourd'hui et avec nous aussi, il y avait Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci pour cette belle émission. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.